Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine encore, on s'intéresse aux Jeux Olympiques avec Julien Absalon, le seul Vosgien à ce jour double champion olympique, c'était en 2004 et en 2008. À ses côtés aujourd'hui, Philippe Nicole, chef de l'agence spinalienne de Vosges Matin, et Jean-François Verrier, rédacteur en chef de notre chaîne. Comment gérer la pression médiatique? Quelle place, quelle importance pour le journalisme de proximité lorsqu'on est champion olympique? Réponse dans quelques instants et pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Julien, on va commencer avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier plateau télé? Plus trop. J'ai hâte de revoir les images. J'ai un peu peur d'ailleurs. Eh bien justement, on va aller remettre dans quelques instants. Jean-François, c'était ici même et déjà à l'époque on parlait des Jeux Olympiques, je crois bien. Exactement. Ouais. Julien sortait de son premier titre junior, je crois, 98, oui. Au Mont-Sainte-Anne au Canada. Et puis le VTT, le cross-country étaient olympiques depuis 2 ans. Donc on avait posé la question à Julien, parce que c'était moi qui étais à cette place-là. Julien était juste là, je m'en souviens parfaitement. Est-ce que dans un petit coin de sa tête trottait le rêve olympique? On va voir l'extrait. On va voir la réponse, je crois. Allez, on regarde un extrait. C'était donc en janvier 98. C'est ça. Janvier 99. Janvier ouais. 99, on regarde. C'est un rêve, ça, une médaille olympique, quand on a 18 ans. Oui, c'est sûr que mon premier rêve, c'était une médaille de champion du monde. Donc celle-là, je l'ai eue, mais champion olympique, c'est sûr que là, c'est quelque chose d'extraordinaire encore. Alors Julien, c'est bon, vous vous en souvenez maintenant de ce premier plateau? Je ne me souvenais pas du tout de la coupe de cheveux, la couleur. C'était un test. C'est un petit choc pour tout le monde, oui. Mais c'est comme ça. Vous avez fait bien plus que participer à ces Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Vous y étiez, Philippe et Jean-François. Ça fait partie des souvenirs marquants d'une carrière de journaliste, Philippe? Oui, c'est un de mes meilleurs souvenirs de journaliste, obligatoirement. En plus, Julien... la victoire de Julien à Athènes est arrivée l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques. Moi, j'ai suivi tous les Jeux Olympiques à Athènes, du début à la fin. Donc, j'ai commencé à être un peu fatigué, mais finir sur un titre olympique pour un Vosgien, en plus, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Vraiment, le jour-là, c'était vraiment un grand moment, quoi. Vous étiez où pour regarder cette finale? Alors, j'ai une super anecdote, parce que si on commence là-dessus, on peut faire une émission spéciale. Moi, j'étais dans la tribune de presse à Athènes, juste à hauteur de la ligne d'arrivée. J'étais arrivé très tôt parce qu'il y avait eu tout un groupe de supporters de Julien qui avait fait le déplacement en camping-car jusqu'à Athènes. C'est ça, oui, Julien, c'est ça. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient arrivées à Athènes en camping-car. Et donc, j'étais arrivé très tôt sur le circuit pour faire des images des supporters. Après, je m'étais installé dans la tribune de presse. Et donc la course démarre et Julien était vraiment un outsider, si je ne me trompe pas. Il n'était pas du tout le favori. Et au fil du tour, Julien a commencé à être devant, à prendre les devants de la course. Et là, il y a eu un grand moment de panique parmi les journalistes français qui se disaient, mais c'est qui le gars qui est devant? C'est qui le mec avec le maillot tricolore là? Et tout le monde a commencé à dire, mais c'est qui? C'est Julien Absalon, mais c'est qui? D'où il vient? Et tout. Et tout le monde cherchait des infos. Et un collègue de l'Est républicain a dit, mais retournez-vous, demandez au grand là qui est derrière, qui est la Liberté de l'Est à l'époque, il va vous donner des infos, il connaît tout. Et là, tout le monde a commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il est marié? Qui c'est son entraîneur? Est-ce qu'il a des enfants? Il a vraiment paniqué. C'est là qu'on a vu qu'il n'était vraiment pas le favori de la course. De la course. Jean-François, je crois que tu te souviens exactement aussi d'où tu étais. J'étais sur le circuit au pied de l'écran géant avec Eddie Riva, qui était l'autre Vosgien qui participait aux Jeux Olympiques sur 50 km marche. Et puis on a vécu les 3 derniers tours, parce qu'on faisait des images avec Emmanuel Georges de Supermouche, qu'on salue, bien sûr, avec qui j'ai fait les 2 documentaires sur Julien. Et puis on était avec Eddie Riva, et dans le dernier tour, Julien avait vraiment fait la diff. Et Eddie se retourne vers moi et me dit... Je crois que tu as misé sur le bon cheval. Parce qu'on suivait Julien depuis un petit moment. Juste sur Athènes, c'est vrai que on l'avait suivi aussi au Test Stevens, Julien s'en souvient, et plus ancien aussi. Il y avait un vrai doute sur la tenue des Jeux Olympiques. Il faut se souvenir de ça, c'est-à-dire que c'est le berceau de l'olympisme. Ils étaient en retard, ils étaient à la rue complet, les Grecs. Je ne sais pas si tu te souviens, Juju, des Test Stevens. La ville était en travaux, et les Grecs... tranquille, me dit non, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais il y a eu pendant des semaines et des semaines vraiment des papiers et des reportages sur la tenue des Jeux. Je ne sais pas si tu te souviens de ça? Je me souviens, oui, de l'impréparation. Ouais. La ville était un chantier total. Voilà, ça va être le tramway. Mais il y avait un trou, des tranchées, il n'y avait pas de rail, il n'y avait rien. Les stades, on était au mois de mai. On était au mois de mai. On s'est dit, pour la piste VTT, ça va. Ce n'est pas les travaux les plus importants, ça devrait être prêt. Mais non, c'était... Ils ont bien travaillé, mais au final, pour les Jeux, c'était prêt.
Mais ils n'étaient pas inquiets en plus. C'est ça qui était impressionnant. C'était à la meilleure. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Ouais, très bien. Ça a roulé. Après, on pourrait discuter longuement de ce que sont devenues les structures. Ça, c'est un autre débat et on pourra en parler certainement après Paris aussi. Mais je vous propose quand même qu'on revive quelques instants l'arrivée de cette course à Athènes en 2004. Ça doit être l'un des moments fantastiques. Voilà Julien Absalon qui arrive sur le stade de VTT. Il prend un drapeau français. Aujourd'hui, il vient obtenir à Parnita un magnifique champion olympique. On s'en souvient comme si c'était hier, Jean-François, sur les lignes. Ah ouais, c'était un grand moment d'émotion. Comme disait Philippe, c'est vrai que c'est des moments qui marquent une carrière de journaliste. Parce que nous, on est là juste pour relater, commenter, etc. Mais, ouais. Alors Philippe disait, c'est vrai qu'il n'était pas forcément favori. Après, Julien sortait quand même de ses années espoirs. C'était ta première année senior, si je ne dis pas de bêtises. Il était déjà dominant. Tu as déjà gagné une Coupe du Monde, plusieurs Coupes du Monde même avant Athènes. Et il y avait deux paramètres en fait. Il y avait... Donc Julien était le leader naturel de l'équipe de France, mais il y a Miguel Martinez, champion olympique à Sydney, qui se dit tiens, il y a des jeux, je vais revenir. Et nous, on a vécu ça un petit peu au sein de l'équipe de France. Julien ne nous dira peut-être pas tout, mais il y avait ce petit hiatus avec le sélectionneur de l'époque, Yvon Vaucher, dire tiens, qui va devenir le leader de l'équipe de France? Julien, Miguel, je ne sais pas comment tu l'as vécu ça, mais nous, on l'a vécu un petit peu, on sentait bien qu'il y avait l'expérience, le gars qui a déjà gagné, et puis le petit gars qui arrive. Oui, mais sachant que moi j'étais sélectionné très tôt, dès l'année précédente, j'avais ma sélection, ça a été plus pour désigner... pour Miguel avait beaucoup plus de mal à décrocher sa sélection, il était en bagarre, en balance avec un plus jeune que lui, Cédric Ravanel. Donc lui était déjà content de participer, et assez rapidement, il a dit non mais moi je ne suis pas favori, j'ai pas vraiment... Il n'a pas dit comme ça, mais je ne suis pas favori, je peux me mettre si besoin au service de Julien. Il n'y a pas vraiment besoin. Après, en VTT, on n'a quand même pas de stratégie de course comme sur la route. Sur des Jeux Olympiques, il n'y a personne réellement qui se sacrifie pour quelqu'un. Parce que si le coureur est capable de rouler pendant plusieurs tours pour son leader, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher une médaille. Faut rappeler deux choses. Un, le format était beaucoup plus long. Oui, on a 2h15, 2h30, voilà. Donc, et Julien adorait ça, avec des très longues montées, des efforts très, très, très denses. Et puis, c'était une période un peu particulière aussi. On avait suivi toutes les manches de Coupe du Monde, ou presque. Et il y avait deux Belges, notamment, qui dominaient, Polissen et Philippe Meyrag. Philippe Meyrag, pris par la patrouille, qui a reconnu s'être dopé. Et donc, il y avait une période un peu bizarre comme ça, où Julien, finalement, on sentait bien que c'était quand même le plus fort ou le plus fort à venir, mais avec des concurrents qui n'auraient pas dû être là. D'ailleurs, je me souviens... Ces jeux marquent un peu l'étape, une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et c'est vrai que... Avec des mauvaises habitudes qu'on a laissées au placard un peu. Sans les avancées de la lutte antidopage, c'est clair que les mois qui ont précédé ces jeux, il y avait une domination de ce coureur belge, notamment Philippe Meyrag. Et avant qu'il se fasse prendre, on se dit de toute façon il va être champion olympique, il est imbattable. On a compris pourquoi il est était trop bavard parce que Julien est quand même de champion. J'ai une anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, Julien, à Oufalise, donc la Mecque du VTT, à 25 000 personnes, c'est vraiment la Mecque du VTT. Et Meyrag est archi devant, il est dans la plus grosse montée et il lâche son guidon et il harangue la foule. Et on était avec Emmanuel Georges et on se dit mais il est sous coke, il est vraiment le gars. Et 3 semaines après ou un mois après, on apprend qu'il est pris par la patrouille. Voilà. On voit d'ailleurs des images. Petite anecdote. Et donc, il a fallu quand même faire du ménage pour que Julien exprime son Alors, on va revenir sur cette première médaille. Julien, 2004. Est-ce que vous sentez vraiment l'avant, l'après Jeux Olympiques, médiatiquement parlant? Ah oui, c'est évident. Je passe, d'ailleurs, le reportage s'intitule De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, mais c'est vrai que c'est bien, le titre est bien choisi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais même non pas cité parmi les chances de médaille, pas connu des journalistes. Et là, une fois la ligne franchie,
happé par le tourbillon médiatique, invité sur tous les plateaux télé, et j'étais vraiment pas préparé à ça. Donc j'étais à la fois content de mettre en valeur mon sport, puisque tout le monde connaît le VTT, mais peu de gens connaissent le VTT de compétition. Donc je me suis senti investi d'un rôle de porte-parole, et j'étais fier de faire connaître mon sport. Ouais. Mais d'un autre côté, ça a été un rôle assez difficile à 24 ans, c'était pas évident de comprendre tout ce qui se passait. Donc j'essaye de profiter de toutes ces choses-là, mais ça a été une période difficile, avec derrière vraiment un gros, je sais pas si on peut dire burn-out ou dépression, mais un contre-coup vraiment très important. C'est une grosse caisse de résonance, les Jeux Olympiques. Il y a toute la presse française, internationale qui est là, et on l'a vu d'ailleurs sur la victoire. J'ai encore une autre anecdote. Dès que Julien passe la ligne d'arrivée, tous les journalistes vont en zone mixte pour essayer de faire une interview de Julien. Et dans les zones mixtes, pour expliquer un peu aux gens, vous avez les priorités, c'est les télévisions, évidemment. Deuxièmement, après les radios, parce qu'ils font du son. Et en dernier, la presse écrite. Donc on est vraiment tout au bout de la chaîne, nous, les journalistes de la presse écrite. Et donc tout le monde attend Julien qui passe à la télé, à la radio. On est tous avec notre petit cahier. Et en fait, tous les journalistes français veulent faire Julien, évidemment. Il est champion olympique. Et moi, je suis grand, je suis derrière tout le monde. Et les collègues ils m'aperçoivent, ils disent non, passe devant. Et quand Julien va te voir, il te connaît, il va s'arrêter. Et comme ça, on est sûr de le voir. Et en fait, Julien est arrivé, mais comme il était passé tellement longtemps à la télé, à la radio, il est arrivé à la presse écrite trop tard. Les bénévoles, l'organisation l'a emmené au podium. Et donc moi, pour interviewer Julien, et je me rappellerai toujours, j'ai marché avec Julien, encadré par 2 bénévoles, jusqu'au podium. Et donc je lui posais des questions en marchant. Les portes se sont ouvertes à un moment sur une zone interdite à tout le monde. Il n'y avait plus que moi. Et je suis rentré avec Julien, c'était le passe-droit. Et on s'est retrouvés tous les deux. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est venu taper sur l'épaule de Julien. Et je le revois, j'ai fait la photo. Et c'était Jean-François Lamour, le ministre des Sports, qui on s'est retrouvés tous les trois à un moment dans une petite zone à parler de sa victoire. C'était incroyable. Le privilège du journaliste. Oui, voilà. On change de dimension tout de suite. Une fois la ligne franchie, on perd vraiment tout contrôle, parce que c'était plus moi qui décidais de ce que j'avais envie de faire ou à qui j'avais envie de répondre. Mais j'étais guidé, on dit bon, là on t'emmène là ensuite on va sur le plateau télé de France Télévisions, ensuite on va aller là. Il y a un moment, j'avais envie de me reposer, mais non. Et puis demain, on vient te chercher à telle heure, et puis tu vas ici. Et puis les semaines qui suivent, c'est également la même chose. Puis le retour en France aussi. Le retour en France, oui. Alors les journalistes sont là dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments, forcément. C'est peut-être plus compliqué de s'expliquer. Pas tous. C'est peut-être plus compliqué de s'expliquer quand ça se passe mal. On va reparler de Londres, bien évidemment. Vous abandonnez à Londres 12 ans après, avec le recul. Est-ce que vous feriez la même chose ? Oui. Dans le plaise à Pierre de Coubertin, c'est vrai que je ne suis jamais allé sur les Jeux Olympiques pour juste participer. Donc, à chaque fois, c'était pour obtenir une médaille. Et là, le fait de crever dès le départ, j'ai tenté de dire il faut rejoindre la zone technique, changer la roue, mais j'ai perdu tellement de temps pour rejoindre la zone technique que de toute façon j'ai réalisé rapidement que tout accessible était impossible. Revenir sur le groupe de tête, c'était totalement impossible. Donc c'était finir pour finir. Et c'est parce que vous étiez venu chercher. Peut-être parce que j'étais venu chercher. Ça a quand même été. Mais c'est vrai que ça a choqué. J'ai eu beaucoup de critiques parce qu'on dit on n'abandonne pas une épreuve olympique. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'y participer. Mais là, je venais de gagner les 2 précédentes Olympiades. Donc j'avais déjà participé, déjà gagné. Donc finir 12e, ça m'aurait encore plus frustré que d'abandonner. Il a fallu quand même commenter cet abandon en tant que journaliste. C'est pas facile non plus quand on a suivi 2 titres olympiques derrière. Nous, on était évidemment ici dans les Vosges à suivre Julien avec tous ses supporters, parce qu'il y avait un écran géant, c'était à Raon, non ? Il y a un écran géant avec toute la population qui était là réunie autour de l'écran géant. Et c'est vrai que les gens ont eu du mal à gérer. Il a fallu que nous, on retranscrive un peu la déception de tout le monde, même ce qui était partagé évidemment. Et c'est vrai que ça, c'est pas simple. On a du mal à se mettre à la place de Julien, évidemment, qui lui est sur le circuit et qui n'est pas là pour ça, pour évidemment courir derrière tout le monde, quoi. Oui. C'est vrai que c'était peut-être aussi un peu égoïste,
Parce que également, lorsqu'on ne peut pas quitter une enceinte olympique sans passer par la zone mixte dont tu parlais. En plus. C'est un passage qui est obligatoire, mais juste comme ça, à chaud, j'avais pas envie de. Puis j'avais rien à raconter. Enfin. Oui, Donc c'est j'avais- dur. C'était pas ce que vous étiez venu chercher. C'est dur de venir. Oui, donc je me suis vraiment quelque part enfui, quitter je sais même plus comment j'avais fait pour réussir à quitter l'enceinte olympique, partir et rentrer à mon hôtel. Et c'est vraiment un des pires souvenirs de ma carrière, c'est sûr. Au niveau déception, il n'est pas plus fort, quoi. On va revenir sur des moments plus joyeux avec donc ce documentaire dont vous parliez depuis tout à l'heure, donc avec Emmanuel Georges, Supermouche Productions. C'était au début de Supermouche Productions. Comment il s'est mis en place ce documentaire? Pourquoi ce suivi? Avec déjà la médaille olympique en tête quand vous l'avez commencé à le suivre. Ouais, clairement, hein, ça c'est sûr. Après, Manu, encore une fois que je salue de loin, Manu est un vrai passionné de vélo. Hein. Moi aussi, mais je ne pratiquais pas. Manu pratiquait. Et Julien, on l'a toujours suivi en tant que média vosgien, hein, Philippe comme nous, parce qu'on a bien vu passer les étapes. Hein, champion du monde junior, champion du monde espoir, et puis voilà, les premières victoires de Coupe du Monde. Et puis voilà, on s'est dit, tiens, voilà, société de production qui se monte. Et donc on a rencontré Julien, on lui a proposé de le suivre. On a cadré les choses, hein, parce que Julien aime bien aussi que tout soit cadré, ce qui est tout à fait légitime. Et puis qu'il y ait des moments de tranquillité, etc., avec son entraîneur Gérard Brox à l'époque. Et puis voilà, on a suivi Julien jusqu'en 2004. Et puis après, entre les deux Jeux Olympiques, on a précisé qu'entre les Jeux, Julien gagne le championnat du monde 2004, 2005, 2006, 2007. Bon, 2008, non, puisque coup de chaleur, hein, je crois, en Italie, hein, si je me souviens bien. Un coup de. Pas Coup que de moins chaleur, bien, hein, ouais. Le coup qui était nécessaire pour être champion olympique derrière. Exactement. Ah ouais, on va dire Il y a ça eu comme un ça. suivi vraiment au long cours, en fait, en plusieurs ouais, mois de préparation, Toujours de suivi. suivi. Ça, c'est passionnant pour nous. Alors, avec de l'image, c'est vrai que. Mais c'est vraiment passionnant parce qu'on voit un petit peu les à côté, des choses que le grand public ne voit pas forcément, même si on n'avait pas accès à tout. Mais c'est vraiment passionnant. Et puis de voir comment se construit une saison, notamment avec des pics de forme. Hein. Julien sait parfaitement de quoi il s'agit. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Et puis. Julien parlait des problèmes mécaniques. C'est aussi un sport éminemment mécanique. Et donc, on a suivi les différents vélos sur lesquels Julien qu'enfourchait Julien. Et c'était vraiment super intéressant. Et alors, une anecdote extraordinaire quand même. Ce garçon-là donc, a une pulsation au repos à 28. J'avais à 28, j'ai pris quelques pulsations. Je suis à 33 maintenant, mais j'étais à 28. Alors, deux anecdotes qui étaient dans le film, je crois. Il se casse le poignet. Tu as encore espoir quand tu te casses le poignet ou Oui. Ouais. Ouais, Et donc, il est à l'hôpital et l'infirmière le réveille en pleine nuit parce que son cœur. Donc, on a l'impression qu'il fait qu'il a un problème cardiaque. Et puis, test d'effort aussi, ça m'a vraiment marqué. Indurain était à 540 watts ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Et toi, tu es à combien? T'as battu le record de Miguel Indurain, ça je m'en souviens, c'était à Nancy. Et le staff médical était éberlué. Non, mais c'est pas possible, comment il développe. Donc, tout ça pour dire que Julien a les qualités naturelles, il a beaucoup travaillé, mais exceptionnelles. D'où le suivi pour anticiper la... Mais c'est vrai qu'ils ont eu vraiment l'œil, parce que je pense qu'ils y ont presque cru avant moi, quand ils m'ont proposé le projet de documentaire, qui était quand même quelque chose d'assez lourd, parce qu'ils m'ont dit, voilà, on veut vraiment suivre sur une longue période, mais pas que sur les sites de compétition, on veut être là partout, quoi. Donc, oui, mais bon, on veut être là partout, mais moi, j'ai pas envie d'avoir tout le temps chez moi. Comment vous l'avez vécu? comment ça On a cadré les choses, mais c'était un peu normal, sorte. mais il fallait qu'ils soient présents. Ils étaient là à mon mariage, par exemple, toutes les étapes de la vie, mais en sachant se faire discret, en sachant être là au bon moment, sans gêner. Mais c'est vrai qu'au tout début du projet, je me suis dit, mais pourquoi ils me demandent à moi? Et pourquoi, parce que je pense qu'ils y croyaient déjà à ce moment-là, avant tout le monde. Même en arrivant à Athènes, rien n'est sûr, parce qu'au championnat d'Europe, je crois que tu fais quoi, 5e, un peu avant? Non, je sais pas. Je n'ai pas de mémoire. J'ai passé assez rapidement. Un mois avant au championnat d'Europe, tu fais 5e. Donc on est loin de dire il va être champion olympique. Quoi. Donc c'est vrai que c'était aussi une belle surprise pour tout le monde. Quoi. Alors on est un peu plus de 100 jours maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Messieurs, est-ce que l'un de vous sera à Paris cet été? Ah bah là, ça se joue à droite peut-être. Non. Julien, vous serez à Paris? Oui. Alors pas sur un vélo, mais... Voilà, pour commenter les épreuves VTT pour France Télévisions. Ça, c'est peut-être la question qu'on aurait pu poser à Julien. Est-ce que toi, tu te serais imaginé faire les Jeux Olympiques à Paris?
J'aurais adoré. On en a parlé, puisque Londres a été désigné, mais Paris était candidate et rival. Là, imaginons que tu sois qualifié là, pour les Jeux de Paris, tu vivrais ça comment? Tu serais excité, je pense que c'est quelque chose d'énorme mais pour un athlète, mais je pense que je prépare exactement de la même manière. Et ce qui est important, en fait, c'est de construire sur sa course. Parce que pour résister à la pression médiatique, à la pression des enjeux, il faut faire fi de tout ce qui se passe autour. Donc il faut juste donner le meilleur de soi-même pendant la course et construire sur sa course. Et qu'elle soit n'importe où dans le monde, et puis que ça soit les Jeux ou une autre course, finalement, tout ça, il faut l'oublier. Parmi tes bons souvenirs, tu as tes victoires en Coupe du Monde à la Bresse, hein, tu dis régulièrement. Là, c'est différent, là, je me suis servi de... je pense que les 2 fois à la Bresse, notamment la 2e fois où j'étais malade quelques jours avant, ça aurait été ailleurs, j'aurais pas gagné la course. Mais là, je me suis servi du public, servi aussi on peut imaginer qu'à Paris, que ce soit pareil, un Français qui gagne les JO à Paris, ça doit être un truc mais dans tous les cas, je pense sur les Jeux... Le stress, en fait, c'est un curseur qu'il faut décaler en fonction. Quand il n'y a pas assez de stress, c'est qu'il n'y a pas assez de pression, pas assez de motivation, donc il faut monter le curseur. Sur des Jeux Olympiques, le curseur il est forcément déjà trop haut. Donc on est plus à essayer de l'abaisser. Alors que là, sur la Coupe du Monde à la Bresse, je savais que j'étais pas au top, mais j'avais vraiment envie pour le public de tout donner. Donc j'ai donné plus que si j'avais couru à l'étranger. Donc tu vas commenter les JO à Paris. L'épreuve femme et homme. Tu t'imagines commenter la victoire d'un Français ou pas? Oui, après j'ai eu la chance déjà de commenter à Tokyo. Déjà, malheureusement, c'était pas exceptionnel au niveau bilan français, mais là on a des grandes chances de médailles. Oui. Chez les femmes comme chez les hommes, c'est sûr que là on a... Ce sera forcément un grand moment. Qu'est-ce que vous suivrez de près comme sport? On suivra forcément l'athlétisme de près dans les Vosges, bien évidemment, puisque Clémence Beretta a assuré sa qualification. Philippe, c'est quelque chose de... c'est bien qu'il y ait déjà au moins une Vosgienne. Quand Julien était à Athènes, il faut rappeler, il y avait 6 Vosgiens. Moi, j'avais été envoyé à Athènes parce qu'on avait déjà 6 Vosgiens qualifiés. C'était quand même pas mal. Il y avait Aurore Mongel, il y avait Julien Bontemps, qui fait Julien médaille d'argent. Julien Bontemps à la voile. Eddie Riva, Aurore Mongel, il y avait du monde. Donc, c'est vrai que ça s'est appauvri, faut constater clairement les choses. C'est déjà bien qu'on ait au moins Clémence qui aille au moins représenter les Vosges. On espère qu'il y en aura d'autres, mais ça va être compliqué, je pense. Ça va être un peu plus compliqué, peut-être. Il y a peut-être des nageurs, c'est ça? Antoine Marc, qui a bonne chance sur le 200 mètres brasse. Derrière l'extraterrestre marchand, il faut qu'il descende un petit peu sa marque en dessous de 2,09. Et Abel Habert au Paralympique, bien évidemment. Bien sûr. Comment Jean-François, vas-y. Non, je voulais poser une question à Julien. Quand tu commentes les Jeux là, pour France Télé, tu es uniquement sur le VTT ou tu vas pouvoir aller voir un petit peu à droite à gauche? La chance, avec une accréditation média, on peut aller partout. Donc tu t'es fait ton petit programme déjà ou... Pas encore, mais c'était un peu frustrant. À Tokyo, on était encore en période Covid. Donc on a dû arriver au dernier moment, on avait des accès qui étaient un peu plus limités, mais là normalement avec un accès média on peut assister à toutes les épreuves. Moi ça m'a envie de voir quoi? Je ne suis jamais rentré dans un stade olympique. J'ai fait 4 Jeux olympiques, j'ai jamais fait une cérémonie d'ouverture ni de clôture et jamais assisté à une belle épreuve d'athlétisme. Enfin, elles sont toutes belles les épreuves d'athlétisme, mais donc la finale du 100 mètres par exemple. Donc aller assister à une épreuve d'athlétisme, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Et sur le VTT, alors on a des chances de médaille avec Koretsky et autres, c'est sûr, mais on attend aussi, il faut être clair, le duel Pidcock-Van Der Poel. Comment tu vois les choses? Sur un circuit, on n'en dit pas forcément que du bien, ce circuit, très très... Vous l'avez testé, Julien, le circuit? Non, je n'ai pas encore découvert. Cette colline d'Elancourt, circuit un peu aseptisé. C'est le VTT que t'aimes pas. Je le dis pour toi, mais c'est le VTT que t'aimes pas. Mais bon. Oui, du 100% artificiel où ça va rouler vite, mais ça va peut-être difficile de faire des écarts. J'espère que ça donnera des courses plus intéressantes que ce qu'on a pu voir l'été dernier à Glasgow au Mondial du cyclisme. C'est un circuit qui était un peu trop artificiel à mon goût. Ça a donné des courses qui étaient un petit peu mièvres, un petit peu fades, un petit peu tristes à commenter et à vivre. Donc là, j'espère que ça va donner des courses intéressantes. Avantage Grande-Bretagne, avantage... Moi, je vois pas trop... je mets plus Mathieu Van Der Poel parmi les favoris. Mais Pidcock... Je pense que ça fait quelques années, depuis sa chute à Tokyo, justement, il arrive moins à passer de la route au VTT. Il a perdu un petit peu en fluidité de pilotage, en explosivité. Mais clairement sur ses dernières apparitions il était plus performant et puis il fait des erreurs en plus maintenant il tombe beaucoup en plus c'était sur des chutes très bêtes alors que Pidcock lui par contre il arrive encore à faire des transitions de route à VTT. En plus il est vraiment
focalisé sur l'épreuve. Mathieu vise plus la route, alors que Tom Pidcock a annoncé depuis déjà longtemps que c'était la priorité de sa saison, l'objectif de sa saison. Alors là, tu me tends la perche pour la question, Philippe, on ne l'a pas encore posée, mais est-ce qu'il y a un regret? On lui a posé 200 fois, elle l'agaçait à l'époque, mais un regret de jamais être allé sur la route. On voit qu'il y a tellement de passerelles aujourd'hui entre VTT. Toujours pas, c'est vrai que ça m'est resté en tête cette question. Alors on revient dans 10 ans. Non, cette question, tu verras quand tu auras arrêté ta carrière, tu regretteras de ne pas être passé sur route. Toujours pas, parce que je suis content d'avoir fait l'intégralité de ma carrière VTT. Et puis c'est respecter ta discipline aussi. C'est de se dire c'est pas une sous-discipline. Voilà, parce que c'était pas une fin en soi pour moi. On m'a posé, ça m'a choqué cette phrase. Non mais ça y est, maintenant t'as assez rigolé avec le VTT, passe aux choses sérieuses et fais de la route. Ça, c'est pas, Jamais tu t'es imaginé gagner une étape du Tour de France dans les Alpes? Alors si, le Tour de France, je peux pas dire que ça me fait pas rêver. Carrément, la ferveur du Tour, d'un col, bien sûr. Mais quand on passe sur route, on ne fait pas que le Tour. Il faut déjà une adaptation, et puis il y a toutes les courses avant et après le Tour. Et moi, je me régalais en VTT. Quand on voit les images de Thibaut Pinot dans le virage bien Pinot, sûr, cette année dans le Tour, ça doit te faire rêver, non? Bien sûr. Il y a des mondes sur les circuits de VTT, mais pas autant. Et Julien, il a toujours dit, je le dis parce qu'il n'osera pas le dire, mais en fait, tu t'embêtais clairement sur le vélo sur route. La plupart du temps, tu t'enquiquines, quoi. Parce qu'il n'y a pas le côté ludique du VTT. Les étapes de montagne du Tour, mais bon, avant de faire les étapes de montagne, il y a les étapes de plaine. Les autres. Et maintenant, tu vas courir avec une oreillette, en plus, tu es obligé de suivre les consignes. Oui, donc il n'y a pas ce côté fun et ce plaisir que je trouvais en VTT. Bon, messieurs, on arrive déjà au terme de notre émission, mais Julien, est-ce qu'on peut savoir quels sont vos prochains objectifs? Justement, on est à 20 ans de mon premier titre olympique, Paris 2024, donc je vais rejoindre le Mont Olympe en vélo, depuis la frontière italo-croate, donc traverser la Croatie, l'Albanie, le Monténégro, tout ça en 9 jours, donc environ 200-220 km par jour. Je voudrais rejoindre Athènes, mais je trouve que c'est tout aussi symbolique de rejoindre le Mont Olympe et de finir en haut. C'est prévu pour quand? Avril. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup. Et il y aura du trail. Il y aura du trail aussi. Oui, il y aura un documentaire ou... un documentaire sur... Julien ne fait rien à la moitié, il va donc faire la Diagonale des Fous, c'est l'objectif de 2024. Donc 2 gros projets. On suivra ça. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Merci à tous les 3 d'avoir été sur notre plateau. Et merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.